Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe d'organisateurs de cette colloque de m'avoir proposé de vous faire cette présentation aujourd'hui dans l'après-midi. J'ai passé une excellente journée et dans chacune des présentations de tous les orateurs, de tous les speakers, je me suis un petit peu retrouvée. Je me dis, ah bah tiens, ma présentation touche un petit peu à ça et à ça et à ça. Et donc je me dis, bon, à la fin de cette journée, je vais peut-être survoler un petit peu tout ce qui se propose en intervention non médicamenteuse lors de l'accompagnement à l'arrêt du tabac. Mais avant de démarrer, un petit disclaimer. Donc je suis psychologue clinicienne et je ne suis pas ni diététicienne ni kinésithérapeute. Donc bien entendu, peut-être dans la salle, il y a des personnes qui sont vachement plus expérimentées, plus formées à tout ce qui s'est proposé dans leur domaine d'intervention. Donc n'hésitez pas peut-être à me compléter ou voilà, si vous n'êtes pas d'accord, je suis toujours très ouverte à tout type de commentaires et voilà, vous êtes bienvenus. L'objectif principal, c'est vraiment de faire ce survol en général, tout ce qui se pratique, tout ce qui se propose pour accompagner les personnes qui souffrent de cette addiction au tabac. Je prends cette chose sensible. La recherche sur les interventions non médicamenteuses commence vers les années 1959. Avec les interventions et les publications qui commencent à s'apparaître vers les années 1975, avec ce premier article qui apparaît dans le journal américain de la médecine chinoise, dans laquelle l'auteur parle par exemple de l'acupuncture, de la méditation, de la stimulation transcrânienne, de biofeedback. Et puis après, ce qu'on observe, c'est que la recherche commence de plus en plus à s'intéresser des interventions non médicamenteuses. On voit qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'articles qui sortent dans le champ de la science sur non-pharmacological interventions, donc tout ce qui est non pharmacologique, non-drug, donc sans médicaments. Et en 2011, la Haute Autorité de Santé publie, suite à la demande de la Sécurité sociale, ce rapport avec pour répondre à cette demande, en fait, comment est-ce qu'on pourrait développer une meilleure prescription, une orientation vers les thérapeutiques non médicamenteuses validées par la science. Donc c'est peut-être pour la première fois que sur le niveau très officiel, un organisme public reconnaît ou peut-être fait un pas vers les interventions non médicamenteuses d'une manière très officielle. Mais qu'est-ce que c'est? On parle, voilà, intervention non médicamenteuse, qu'est-ce que c'est dans le concret? Pour parler un petit peu de périmètre d'action, c'est là où peut-être on va toucher à des présentations précédentes. On a parlé un petit peu des mesures environnementales. Par exemple, la proximité du bureau de tabac fait partie des mesures, fait partie du coup de ce champ dans lesquels on parle des mesures environnementales. Par exemple, la France fait partie d'une des nations européennes les plus engagées dans tout ce qui est la santé et l'environnement. Et depuis l'année 2004, il me semble, chaque 5 années, elle établit ce plan national par rapport à la santé et l'environnement. La mise en place des pistes cyclables, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, etc. Ça, ce n'est pas les interventions non médicamenteuses. De l'autre côté, nous avons les règles de vie en bonne santé qui s'adressent à des larges populations. Vous avez certainement entendu déjà parler, manger 5 fruits et légumes par jour, pratique de sport est bénéfique pour votre santé, l'abus d'alcool est dangereux. Donc toutes ces campagnes-là qui s'adressent au maximum de personnes possibles, c'est aussi par exemple la campagne Moins sans tabac, dans laquelle on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe dans le concret, dans votre région, dans votre ville, mais partout en France, on a déjà entendu parler de ce mois. Après, nous avons aussi des produits et des dispositifs biomédicaux. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très proche de la médecine, avec les produits, les dispositifs qui sont des fois implantés à des buts aussi de s'adapter à l'anatomie, à la physiologie de l'être humain. Les bandes de contention, les prothèses dentaires, ça, ce n'est pas des interventions non médicamenteuses. Il n'y a pas de notion d'intervention. Et il y a donc ces interventions non médicamenteuses.
Petit aparté, donc cette conceptualisation que je vous propose aujourd'hui se base sur les données, les résultats de grandes recherches de la société savante qui s'appelle Non-Pharmacological Intervention Society, qui est basée donc dans la ville de Montpellier, qui est dirigée donc par mon directeur de recherche, professeur Grégory Nino. Et donc vous pouvez aller sur le site en tapant NPIs Montpellier pour regarder un petit peu ce qui se pratique par cette société savante sur la ville de Montpellier, sur le niveau national. En ce moment, ils sont en train de prendre contact assez proche avec le ministère de la Santé pour populariser, pour valoriser, peut-être rendre les pratiques un peu plus rigoureuses. Quand on parle donc des interventions non médicamenteuses, ou je vais peut-être des fois utiliser l'abréviation INM, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc une INM, c'est tout d'abord un protocole. Donc il y a un cahier de charges avec peut-être les techniques qui sont utilisées, qui sont ordonnées ou pas ordonnées, avec donc le cahier de charges qui est réplicable, reproductible, de prévention santé ou de soins. Donc une INM cible un objectif de santé. L'arrêt du tabac, dépression chez les patients fibromyalgiques. Efficace, donc, ayant démontré son efficacité par le biais des études, des essais contrôlés randomisés, les méta-analyses, les études de cas, les études qualitatives, les enquêtes. Personnalisé, donc on va cibler une population de jeunes fumeurs de l'âge 18-24 ans, une population des fumeurs enceintes, etc. Non invasive, donc il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de quelque chose qui s'implante dans notre corps, qui est référencé. Donc c'est la pratique qui est en train d'être mise en place, dans laquelle on s'est beaucoup confronté avec la pratique un peu charlatan, à laquelle on a des fois recours dans la centre-ville, où on voit, je vous enlève votre addiction à une séance, et on voit que derrière tout ça, c'est une personne qui se nomme être coach de vie et qui peut vous promettre mille et une choses, mais malheureusement, il n'y a pas de rigueur derrière, il n'y a pas de formation. Et donc c'est pour ça que la société savante NPIs a décidé, a proposé que ces interventions devraient être référencées quelque part et encadrées par un professionnel de santé ou un professionnel qualifié et qui est formé pour faire cette pratique. Une infirmière formée à l'entretien motivationnel, une infirmière tabacologue. Donc, il y a aussi cette notion de l'éthique professionnelle, de déontologie. Et donc, je n'étais pas prête au fait que ça soit de cette taille. Et donc, voilà, sur votre droite, on peut voir qu'il y a donc certains critères qui seraient désirables qu'une intervention non médicamenteuse remplisse pour être nommée une intervention non médicamenteuse. Et là, sur ce cercle, il y a donc trois grandes dominantes, on va dire, des ingrédients dans l'intervention non médicamenteuse. Les interventions psychosociales, corporelles et nutritionnelles. Et on peut voir aussi qu'il y a bien entendu et bien souvent les zones de overlap, de croisement. Là, par exemple, quand je vous parle de tout ça, est-ce que déjà vous avez une idée ou un exemple peut-être d'une intervention non médicamenteuse? J'en ai un petit peu mentionné, par exemple, l'entretien motivationnel fait partie. Il y a un protocole, il y a une grosse base de recherche derrière, et qu'on applique souvent et qu'on propose souvent à des fumeurs. Maintenant, pour préparer cette présentation, je me suis dit, il faut qu'on prenne un petit peu ce domaine intervention non médicamenteuse et le tabac. Et pour vous parler aujourd'hui de ce sujet, je me suis basée sur les recherches scientifiques, notamment les méta-analyses, donc avec un niveau de preuve, ayant évalué beaucoup d'études derrière, pour vous parler de l'efficacité, en tout cas de l'avis de certains chercheurs sur ces interventions qui sont proposées pour les fumeurs. Et une grande source d'information pour moi, c'est bizarre, il n'y a pas de... Une grande ressource, c'était une méta-analyse des méta-analyses. Donc c'est une équipe chinoise qui en 2023 a décidé de cumuler tous les méta-analyses qui sont sorties depuis l'année 1999 pour cumuler et évaluer 145 méta-analyses sur la notion de l'efficacité des interventions non
médicamenteuses, non pharmacologiques pour l'arrêt du tabac. Et ici, par exemple, c'est voilà, le nombre de méta-analyses qu'ils ont pu récupérer. Et ce qu'on peut déjà constater, c'est que les programmes d'éducation comportementale ont été beaucoup étudiés par les chercheurs, beaucoup évalués. Il y a aussi une large proportion de tout ce qui est le conseil professionnel, les cigarettes électroniques et l'exercice physique. Plongeons un petit peu plus dans les détails. Commençons par les interventions psychologiques avec l'intervention qui demande le moins d'énergie possible, le conseil minimal. Sachez que c'est déjà une intervention non médicamenteuse qui peut durer quelques secondes. Il s'avère que un arrêt spontané, un conseil bref, à une durée très limitée, permet d'augmenter l'efficacité par rapport à l'arrêt spontané de 1 à 4%. Ce qui veut dire que déjà, nous tous, peut-être, beaucoup de professionnels engagés auprès de différents patients, de différentes populations, de différents niveaux socioculturels, on peut déjà poser une petite question. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Et si la réponse est oui, et si la personne peut-être se démontre un petit peu intéressée, volontaire, on donne une brochure. En tout cas, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est noté dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On parle aussi beaucoup de l'éducation thérapeutique, donc tout ce qui est les interventions qui visent à aider les patients à vivre mieux avec leur maladie chronique ou comprendre et agir par rapport aux symptômes de craving chez les fumeurs. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup et par exemple sur la région d'Occitanie, nous avons un site qui s'appelle monetp.fr sur lesquels donc, il y a plusieurs programmes d'éducation thérapeutique du patient qui ont été validés, qui ont passé beaucoup d'étapes de recherche en partant de la conceptualisation jusqu'à l'implémentation et donc comment rendre aussi le projet un petit peu plus public. Et donc dans ces programmes, il y a un certain nombre de séances, aussi un professionnel de santé qui est censé intervenir pour cette séance. Combien de temps est-ce que la séance dure? Quel est le sujet? Quel est le contenu de la séance? Et donc, cette équipe de recherche en 2023, donc ceux qui ont fait cette méta-analyse des méta-analyses, ont proposé plusieurs graphiques qui sont très intéressants à regarder. Et là, par exemple, ce qu'on peut voir, donc sur l'axe X, l'abscisse, donc c'est l'efficacité de telle ou telle intervention, et sur l'axe Y, donc l'ordonnée, c'est le consensus des auteurs sur la qualité de la méta-analyse. Et en fait, ce qu'on peut constater déjà, c'est que pour la population générale, même si la qualité des méta-analyses, et ce qu'on va voir souvent, malheureusement, reste relativement faible, l'éducation des patients sur comment gérer les émotions, comment gérer les cravings, c'est quoi le principe de la dépendance, de l'addiction, reste quand même relativement efficace. Passons maintenant aux approche psychologique. Donc on va aussi parler des psychothérapies et des techniques psychologiques. Il y a peut-être des collègues dans la salle, des psychothérapeutes, des psychologues. On utilise des différentes techniques, la thérapie d'acceptation et d'engagement, les TCC qui sont basés sur les principes de conditionnement. Il y a aussi une approche par laquelle on peut parler aussi dans le cadre de la psychanalyse sur l'addiction et la place de la cigarette, etc. Une approche qui a été beaucoup mentionnée dans la présentation d'avant, c'est l'entretien motivationnel. Et ce qu'on peut voir par exemple sur ce graphique, que c'est quelque chose qui s'est montré assez efficace aussi pour nos patients. Et une chose assez intéressante, c'est que l'entretien motivationnel s'est montré assez efficace, surtout chez les patients avec un degré de motivation assez faible. Je me demande alors comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en correspondance avec ce qui venait d'être dit, par exemple dans la présentation précédente. Je suis désolée, je ne me rappelle pas de votre prénom. Mais j'imagine quand même, de toute façon, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi une intervention assez intéressante sur la motivation compétitive qui, peu importe la qualité de l'étude, peu importe la qualité des études qui ont été comparées, reste quand même du côté de l'inefficacité. Donc nous mettre en compétition, ce n'est pas quelque chose qui marche bien. Enfin, il y a aussi une approche assez intéressante, la thérapie par l'aversion, par le dégoût.
quand on va essayer d'induire une image ou une sensation désagréable et provoquer le dégoût chez la personne par rapport à la cigarette. Il paraît que ça marche pas très bien, mais bon, jamais testé. Mais en général, ce qu'on peut observer sur ce graphique-là, c'est que la consultation menée par un professionnel de santé semble efficace, peu importe la qualité de l'étude. On bascule un petit peu vers l'autre côté de la pratique psychologique et on rentre un petit peu dans quelque chose qui est un peu entre les deux, la pratique de yoga, méditation, et on peut aussi parler par exemple de l'hypnose. L'hypnose, déjà, avant d'être une thérapie ou une pratique ou une technique, c'est déjà un état de conscience qui est modifié, dans lequel on a peut-être tous été un petit peu, quand notre corps il est là, mais l'esprit il est un petit peu pas là. L'esprit il vagabonde. Et donc, ce qui est souvent proposé comme un facteur motivant, on va dire, invitant la personne à tester l'hypnose à des fins d'arrêt de cette consommation du tabac. Il y a un auteur américain, un psychiatre, il me semble, il s'appelle David Spiegel, mais peut-être c'est pas David, qui a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'hypnose qui est proposé dans les addictions. Et donc, lui, il a proposé un concept qui se basait sur l'induction de 3 idées chez les fumeurs, chez les personnes addictes. Le premier, c'est que le tabac il est toxique pour notre corps, que notre corps, nous avons besoin de notre corps pour vivre, et que si nous voulons vivre, nous avons besoin et nous devons prendre soin de notre corps, de le respecter et de répondre à ses besoins. Donc le corps sans tabac. Le mécanisme d'action de l'hypnothérapie reste pas très bien connu parce qu'on ne peut pas forcément toujours être présent dans la salle et faire les études avec voilà, nos capteurs. Mais voilà, c'est quand même une intervention qui est bien souvent proposée dans la ville. La question deuxième, c'est le prix de la consultation qui est souvent bien élevé et qu'il y a beaucoup de personnes qui se nomment hypnothérapeutes sans forcément avoir la formation de l'hypnose ou de l'hypnothérapie déjà. Il y a aussi une chose qui est assez intéressante qui est des fois proposée, c'est les méthodes de l'auto-hypnose, et c'est là où peut-être on peut rendre le patient autonome dans sa gestion de craving. Cette fameuse aussi, que je suis capable d'agir à mes symptômes de craving par cette pratique de la visualisation, de la relaxation. Basculons maintenant vers les interventions physiques avec les interventions par les thérapies manuelles et par exemple les kinés. Si le patient fumeur se trouve dans un cabinet de kiné, c'est qu'il y a de fortes chances peut-être qu'il a la BPCO ou insuffisance respiratoire et que souvent il y a la prescription de la kinésithérapie pour aider le patient à retrouver sa résistance respiratoire, sa capacité respiratoire, sa résistance à l'effort. Et les kinés, ils sont beaucoup, peut-être plus, aussi en lien avec ce type de population. Comme on l'avait dit, depuis l'année 2007, ils sont devenus les prescripteurs aussi des substituts nicotiniques. Donc, quand on est dans la séance de kiné, la personne va peut-être retrouver un petit peu plus la sensation corporelle, le toucher, l'approche très perceptuelle, et retrouver aussi de nouvelles sensations corporelles. L'automassage qui a été proposé aussi il y a très longtemps, mais je trouvais ces études assez intéressantes de point de vue, je sais pas, je trouve ça intéressant de proposer l'automassage, de se masser la paume de main, suivi par l'automassage des oreilles pour répondre à ces symptômes de craving. Et il paraît que ça réduit l'anxiété, donc c'est quelque chose voilà, qui est à la fois, en même temps, et comme d'autres pratiques, vont finalement juste pallier à réduire ce symptôme de manque. Il y a aussi donc les techniques de poncture avec la fameuse technique de l'acupuncture qui est beaucoup mentionnée dans les différentes ressources. Tabac Info Service en parle un petit peu, il y a d'autres sites aussi. L'acupuncture, je pense que tout le monde le sait, la connaît plus ou moins. C'est une technique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise et qui consiste à stimulation des points sur le corps qui sont responsables de telle ou telle fonctionnalité corporelle. Et il paraît que sur notre corps, il y a ce point qui s'appelle Timmy, dont la stimulation permet d'alterner le goût de la cigarette. Et il y a des différents fumeurs, selon leur retour, qui disent qu'il y a vraiment ce dégoût qui apparaît lorsqu'ils suivent les séances de l'acupuncture et que donc
Voilà, c'est complètement voilà, aversif pour eux. Après, je n'ai jamais malheureusement testé, donc je ne peux pas vous parler de cette pratique. Mais en tout cas, il paraît que ça marche relativement bien, même si la qualité des études reste à améliorer. Tout de même, il y a aussi la pratique de l'auriculothérapie, donc c'est l'acupuncture, mais qui est plutôt centrée sur l'oreille. Et en faisant les recherches un petit peu sur Internet, ou peut-être en vous promenant dans le supermarché, vous pouvez tomber sur ce type de dispositif qui se décrit comme étant acupression pour votre oreille, pour vous aider à arrêter de fumer. Moi, je me demande si avec ce prix-là, on peut vraiment arrêter de fumer. En plus de ça, on ne sait pas la provenance de ce métal, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, même s'il y a un petit cahier qui rentre dans la petite boîte qui est vendue avec. Moi, je pense que c'est aussi notre rôle aussi de nous intervenants de sécuriser nos patients par rapport à ce type de pratique. Parce que eux, quand ils sont bien motivés, ils veulent utiliser tout ce qui est possible. Mais malheureusement, voilà, là, ça peut être très dangereux. Ce n'est pas une intervention non médicamenteuse. Quand on parle aussi des interventions physiques, on parle aussi de l'activité physique. On le sait très bien que la prise de poids constitue un facteur barrière assez important, surtout chez les jeunes femmes, dans l'arrêt de tabac. En général, les personnes prennent autour de 4 ou 5 kilos durant la première année, et dans la prise de poids, elle arrive surtout dans les 3 premiers mois, donc c'est vraiment quelque chose que les femmes, les jeunes dames, les adolescentes le prennent très mal. Alors que le sport, on le sait tous, qu'il y a plusieurs mécanismes d'action par lesquels il peut nous aider à gérer le craving, notamment en stimulant donc ce circuit de récompense, en aussi retrouvant, encore une fois, comme on l'a vu à la kinésithérapie, en retrouvant les sensations dans le corps. Ça nous aide aussi à gérer les émotions, mais il y a aussi autre chose qui est très intéressante, ça agit un petit peu aussi comme un distracteur. On pense un petit peu à autre chose, on voit aussi notre corps évoluer, et ça nous permet aussi de reprendre ce sentiment capacitaire de, en fait, je suis capable non seulement d'arrêter ou de réduire le nombre de cigarettes, mais aussi je me sens progresser. Et quand on regarde sur ce graphique, voilà, donc le sport, c'est les petits bulles avec la lettre E, exercise. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est très difficile finalement de voir, d'évaluer l'efficacité de sport sur l'arrêt du tabac. Il paraît que en fait, cette efficacité ou l'action positive de sport sur l'arrêt, c'est quelque chose qui vient finalement en secondaire. C'est que la science a montré qu'après une séance de sport, on se sent mieux et on a moins envie de fumer, mais qu'il n'y a pas de recherches qui sont vraiment assez efficaces ou voilà, une décision finale sur voilà, faites telle pratique de sport pour vous aider à arrêter de fumer. Mais derrière tout ça, il y a quand même des petites propositions que les chercheurs font, par exemple, sur le type de pratique à proposer. Notamment, par exemple, c'est quelque chose qui tourne autour de l'exercice cardio, avec, par exemple, les cycles, les bicycles, donc les vélos, ou sinon les cours de fitness, Zumba, tout ça, ou sinon aussi le renforcement musculaire. Mais même si notre jeune dame qui veut arrêter de fumer et qui a très peur de prendre du poids et qui n'a pas le temps de s'inscrire à la salle de Zumba ou aller faire du sport avec le groupe, la marche permet aussi de réduire les symptômes de craving et permet de décaler la cigarette prochaine de en moyenne 57 minutes. Je trouvais cette étude assez intéressante parce qu'elle a été en plus répliquée plus tard. Et il paraît que voilà, la marche, c'est quelque chose qui marche assez bien pour gérer voilà, ces symptômes et ce stress lié au craving. Tout ce qui est du côté des interventions nutritionnelles. On sait que le comportement alimentaire diffère entre le fumeur et le non-fumeur. C'est quelque chose qu'on a un petit peu évoqué aussi aujourd'hui durant la matinée, parce qu'il y a une autre mécanisme de métabolisme, il y a aussi un autre fonctionnement au niveau de nos bourgeons
qui sont différenciés, fonctionnement différent. Et donc, quand quelqu'un vient voir peut-être une diététicienne ou une nutritionniste par rapport à l'arrêt du tabac et qui souhaite peut-être anticiper cette prise de poids, ce qui est souvent recommandé, c'est de surtout ne pas rentrer dans les restrictions alimentaires, mais plutôt de retrouver une alimentation qui se rapproche un petit peu de rééquilibrage alimentaire, ce qu'on appelle, ou une alimentation plus ou moins saine, avec la diminution des aliments riches en graisses saturées, une augmentation des oméga 3, donc finalement quelque chose qui est conseillé à un public assez large finalement. Du côté des interventions nutritionnelles aussi, nous avons les compléments alimentaires. La N-acétylcystéine qui est souvent proposée pour aider le corps à éliminer les toxines. Et par exemple, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup repris par des études différentes. Il y a même les méta-analyses derrière. Et la plante kudzu qui vient de chinois, qui se traduit comme disparateur d'ivresse, qui est aussi recommandée. Et il paraît que la prise de ces gélules permet de diminuer le nombre de cigarettes consommées dans la journée. Mais derrière tout ça, il y a, et je pense qu'il faut toujours le garder aussi en tête, et c'est pour ça que les personnes qui interviennent auprès des fumeurs sont si importantes, c'est de sécuriser les patients, et c'est pour ça que heureusement qu'il y a beaucoup de médecins et beaucoup de prescripteurs. C'est la notion aussi de la posologie, de la tolérance. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, par exemple à consommer chez les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui prennent des antidépresseurs. Donc il y a des effets de comorbidité qui peuvent arriver et finalement c'est prendre avec beaucoup de précautions. Donc lorsque un patient vous parle de ces types de compléments alimentaires, donc j'espère que soit on oriente la personne vers la personne qui est compétente dans ce domaine-là, soit on déconseille, ou peut-être voilà. Les interventions numériques, on a passé beaucoup de temps aussi ce matin à parler de tout cela, et même l'Organisation mondiale de santé a introduit ce dispositif assez intéressant et drôle. J'ai fait un test hier. Donc, ils ont mis en place ce dispositif de l'intelligence artificielle. Bien entendu, ceci n'est pas une intervention médicamenteuse parce qu'il n'y a pas d'intervenant derrière, donc il n'y a pas de relation humaine non plus. Mais donc c'est ce dispositif qui est l'intelligence artificielle avec cette jeune dame qui s'appelle Florence, avec qui vous pouvez interagir en français concernant votre situation de consommation de tabac, de l'alcool, etc. Ça reste quand même assez limité. Je vous invite à faire votre propre expérience. J'ai bien rigolé. Et ça a décalé un petit peu. Donc, on a parlé aussi, par exemple, de la gamification qui marche surtout bien chez les jeunes enfants. Et c'est là où peut-être je rejoins un petit peu l'intervenant qui nous a présenté l'escape game qui était proposé pour les jeunes enfants. Je reprends notre chère Susan Michie, qui est en fait la base et la référence pour beaucoup de chercheurs pour parler des techniques de changement comportemental qui sont utilisées dans ces interventions-là, dans ces jeux. Moi, je trouve que ce jeu-là sur le téléphone n'est pas très intéressant. Le visuel manque un petit peu de l'attirance par rapport à la présentation de ce matin. Mais bon, c'est un cours de développement. Je pense qu'il y a du vrai potentiel. Et je trouve que la présentation qu'on a eue ce matin, c'était vachement plus intéressant que juste un jeu sans le Game Master, qui est donc l'intervenant dans cette intervention médicamenteuse. Du côté des interventions élémentaires, la lithothérapie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les marchés de Noël. Vous vous promenez et hop, il y a toujours un stand avec les différentes pierres, avec les vertus différentes. Ça réduit le stress, ça diminue la dépression, etc. Aucune donnée sur l'efficacité de la lithothérapie. Peut-être il y a quelqu'un qui intervient dans ce domaine. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de papier d'études. Peut-être... ça peut être présenté comme un petit cadeau à nos proches pour les inviter à arrêter, mais il y a peut-être aussi cet aspect où je suis sur cette démarche, donc je vais pas porter ce bracelet, donc il y a un petit peu de placebo, tant que c'est pas nocif. Pourquoi pas? Et nous avons aussi ce sujet qui devient de plus en plus populaire chez les chercheurs, c'est les plantes, c'est les interventions sur les bases des préparations mycologiques, donc les champignons.
Pour l'instant, les chercheurs, et je pense que c'est très judicieux aussi, de prendre ces interventions avec des grandes pincettes en disant que, ok, on est en phase de test. Là, par exemple, actuellement, sur la ville de Nîmes, il y a un grand test qui est en train de se passer pour tester l'efficacité de la psilocybine sur les addictions sévères. Mais les auteurs se rejoignent sur le fait qu'on doit être tous très vigilants par rapport à la prescription, par rapport à la mise en place de ce type d'intervention, à voir comment la science va évoluer. Mais en tout cas, il y a des résultats assez intéressants sur les indicateurs qui ont bougé un petit peu après l'intervention, après cette intervention non médicamenteuse, qui était là dans cette étude accompagnée par la thérapie cognitivo-comportementale. Nous avons aussi les préparations botaniques avec de différentes solutions qui sont proposées, vendues dans les herboristeries, les plantes aromatiques, les huiles essentielles. Oups, pardon, je manque de temps. Voilà, donc là par exemple, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de l'huile essentielle du poivre noir qui est appliquée sur la paume de main et inspirée, et il paraît que ça aussi réduit les symptômes de craving et décale un petit peu la prise de la prochaine cigarette, il me semble de 3 heures en moyenne, ce qui est assez intéressant, mais bon. Il y a aussi voilà, le citron vert et toutes les plantes en fait, qui permettent à mieux gérer le stress, qui agit donc plutôt comme une action secondaire par rapport à l'arrêt. Nous avons aussi voilà, la stimulation magnétique transcrânienne qui paraît qui est assez efficace. Je vais être rapide. Pour finir, le dernier point que j'aimerais aborder, donc en année 1992-1997, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont posé la question qu'est-ce qui est vraiment efficace et quelle est la répartition de facteurs d'efficacité dans la thérapie. Et là, on a parlé essentiellement des psychothérapies. Cette étude n'a pas été basée sur une recherche quantitative avec beaucoup de chiffres derrière, mais ils se sont basés essentiellement sur d'autres travaux d'avant et sur leurs expériences. Donc les auteurs ont proposé que 40% d'efficacité représentent donc les facteurs extra-thérapeutiques et personnels, donc ce qui veut dire la force innée du patient, son degré de motivation, son environnement. Il y a 30% qui sont les facteurs relationnels, donc l'alliance thérapeutique avec l'intervenant, la qualité de l'échange, est-ce qu'ils se sentent jugés ou non, on espère que non, est-ce qu'ils se sentent suffisamment en empathie avec l'intervenant, est-ce que l'intervenant est empathique. 15% par rapport à l'attente et l'espoir vis-à-vis de l'efficacité de l'intervention, et là on parle quelque chose qui se rapproche de l'effet placebo, est-ce que j'accorde suffisamment de crédibilité à cette intervention. Et seulement 15% en tout ce qui concerne le modèle, le technique, l'approche théorique de thérapeute. Et cette recherche retrouve un petit peu un écho, pour moi, dans les études assez récentes de Susan Michie, donc une chercheuse de UK, de la Grande-Bretagne, qui propose donc cette roue de changement comportemental et qui, je trouve, enveloppe un petit peu tout ce qu'on vient d'échanger durant cette journée autour des interventions qu'on peut proposer. Donc il y a 3 strates. La première strate est en couleur verte, ce sont les sources de comportement qui sont propres à l'être humain. La strate en rouge, ce sont les interventions. Et la strate en gris, ce sont les interventions, les mesures environnementales, les décisions politiques. Et en fait, si on s'intéresse à tout ce qui est en vert, et c'est là où on rejoint un petit peu la présentation précédente, il ne s'agit pas que la question de la motivation. C'est qu'il y a d'autres facteurs, et donc c'est le fameux modèle Combi qui a déjà été évoqué. Pour que le changement de comportement puisse avoir lieu, il faut que la personne se sente capable et soit dans la capacité physique et mentale de changer ce comportement, parler la langue française pour pouvoir aller et faire un entretien motivationnel avec tel ou tel thérapeute ou médecin. Être motivé, donc avoir un certain degré de volonté, mais ça, donc c'est là où on peut peut-être échanger avec les intervenants de cette journée, et qu'il y a l'opportunité aussi, donc il faut que l'environnement soit favorable à ce changement. Si je suis en état de divorce avec un enfant de 7 ans, je pense que mon arrêt de tabac n'a pas trop de place à être. Donc il faut qu'il y ait l'ensemble de ces 3 facteurs. Et pour finir, donc, je me dis,
en fait, ça serait tellement bien et tellement facile de proposer toutes ces interventions-là, marcher 30 minutes par jour, manger comme ci, faites ci et faites ça. Ça serait, je pense, aussi bien que si tous nos patients avaient le même degré de volonté, de la même motivation. Tout pourrait être très standardisé, mais malheureusement et heureusement, nos patients sont uniques. Ils ont tous leurs histoires, leur rythme de vie, leurs héritages, leurs blessures, leurs traumatismes. La cigarette, pour eux, c'est tout un tas de choses voilà, qui sont différentes, qui les différencient entre eux. Et j'aimerais finir voilà, par cette phrase que j'ai eue de la part d'une des tabacologues que j'ai pu interviewer pendant la thèse que j'ai menée, qui m'a dit bah, écoutez, Tamila, vous savez, moi, comment je pratique voilà, mes interventions en tabaco, c'est qu'une personne a un sévrage. Et je pense que, voilà, même si j'ai présenté des choses en essayant voilà, de vous amener un petit peu dans cette rigueur des interventions, la standardisation, etc., je pense que notre rôle, c'est de sécuriser les patients, mais c'est avant tout aussi d'avoir cette relation humaine, de leur donner ce sentiment capacitaire d'avancer, justement, de peut-être parler avec eux de leur motivation, de ne pas culpabiliser, mais aussi d'être vraiment et d'essayer au maximum d'être dans cette relation, dans cette alliance thérapeutique. Voilà. Merci.